Accompagnateur obligé des fêtes provençales, l'ensemble Galoubet-Tambourin est une version originale d'un instrument que l'on rencontre dans de nombreuses traditions, la flûte à une main, accompagnée d'une percussion. En Provence, on considère le tambourin comme un instrument à part entière. Son immense répertoire va du Moyen Âge aux créations contemporaines, et l'Académie du tambourin s'est donné pour mission de le faire entendre en concert. Un tambourin, ça se compose traditionnellement d'un fût en noyer sculpté, de cercles dont les uns reçoivent la peau, les autres servent à la tension, une peau de veau morné sur le dessus, une peau de chevrette sur le dessous, un laçage traditionnellement fait en chanvre, des coulants qui permettent de tendre, et sur le dessus, une petite ficelle ou chanterelle. Lorsque l'on joue sans chanterelle, on obtient un son sourd qui n'est pas du tout conforme à la tradition. Et lorsque cette chanterelle entre en vibration, elle donne un son tremblotant, stridule et tremblotant, comme on disait à la Renaissance.
Dans son atelier de Barjol, André Fabre reprend les gestes de son père, le célèbre tambourinaire et luthier Marius Fabre, disparu en 1999. De nos jours, le tambourin est fabriqué en 5 ou 6 planches de noyer. Après avoir été sculptées, elles sont préparées pour le collage. Après l'élimination de l'excédent de colle, les planches sont mouillées sur la face extérieure et centrées par chauffage de la face intérieure. Donc, là, je vais le mouiller. C'est centré. Sur les joints, là, il y a une petite baguette. C'est cette baguette qui sera poussée là-dessus et à la main avec un petit outil que l'on pousse. Le tambourin, il se met. La caisse est ensuite serrée dans des gabarits où elle séchera pendant plusieurs jours. Ça, le joint est bien en place. J'enlève et puis là je pousse la moulure à la main avec une petite arabesco. On pousse à la moulure à la main. Poche qui va juste. Il faut mettre du papier avant colle la cale, tu vois. Ah, on positionne ça de ce côté, voilà. La sculpture est soigneusement parachevée au grattoir et poncée au papier de verre. Voilà, sur le moniteur, moi. Là, sur le moniteur, je vois. Voilà. Les cales vraiment spéciales pour poncer les tambourins. Maintenant, on est prêt pour ajuster les cercles. Enfin, les cercles sont ajustés et préparés pour recevoir les peaux animales. Ici. Un cercle précis. Voilà. Voilà. Il est prêt pour le collage. Merci pour l'oreille. Voici un tambourin qui est dû à Marius Fabre, qui nous a quittés depuis. Il a été fabriqué il y a une vingtaine d'années, à Barjol donc, sur des plans que j'avais fournis personnellement à l'artiste. Il se caractérise par le fait qu'il ne comporte aucune moulure droite, aucune moulure simple. Tous les motifs décoratifs sont travaillés d'une manière assez riche, comme vous pouvez le voir. La dimension de l'instrument correspondrait davantage aux normes actuelles, justement pour le rendre plus mobile et moins encombrant dans les moyens de transport, même dans les coffres de voiture. Tout jeune encore, Marius Fabre se consacra à la facture des instruments provençaux. Sa carrière de luthier devait durer près de 70 ans. C'était aussi un tambourinaire de talent qui joua un rôle capital dans la survie du tambourin au XXe siècle. Son atelier de Barjol fut longtemps un lieu de rendez-vous privilégié pour les tambourinaires. Nous avons là un instrument de grande taille, dû au talent de Jean-Pierre Magnan, facteur d'instruments à Orange. Il est tout à fait dans l'esprit des tambourins que nous a légué le siècle dernier, avec curieusement une base d'ornementation essentiellement Louis XVI.
Les motifs de bretelles des anciens tambourins étaient généralement assez simples. Là, vous avez des feuilles de chêne et des feuilles d'olivier, des fleurettes, une corne d'abondance. Le reste de l'ornementation est sensiblement de la même inspiration, en faisant alterner des petites frises fleuries, des perles en forme de tulipes enfilées sur un délicat fil de bois, des ondes classiques, des baguettes droites de temps en temps, ce qui laisse supposer, en fin de compte, que les premiers tambourins véritablement ornés qui aient vu le jour, à la fin du XVIIIe siècle, aient vu le jour sous Louis XVI, puisqu'on ne connaît aucune ornementation antérieure. Sinon, des baguettes droites peut-être destinées avant tout à renforcer la rigidité de la caisse. J'ai ici quelques exemples de galoubets de tailles différentes, car on joue sur la longueur de l'instrument pour avoir une tonalité plus ou moins grave. Voici par exemple le galoubet en La. Un galoubet en Si qui est le plus couramment utilisé. Voici un galoubet en Ut. Et même un petit galoubet en Ré au son suraigu. Il existe d'autres tonalités, par exemple galoubet en Si bémol ou par exemple galoubet en Sol, même il en existait en Fa, mais très rare. Gérard Superbe est facteur de galoubet à Fos-sur-Mer. Le galoubet est tourné dans une pièce de bois, un carrelet, celui-ci en l'occurrence est de l'ébène. Il y a de l'ébène du Mozambique, qui est pré-coupé
plié à la dimension et séché et paraffiné pour éviter toute fente au séchage. Le carrelé est tout d'abord percé et dégrossi. Voilà, je fais l'avant-proue d'abord. Voilà. Les dimensions extérieures de l'instrument sont repérées à l'aide d'un gabarit. Le tournage peut alors commencer. Terminé. Le tournage est à présent terminé. Alors maintenant, nous allons passer au polissage. Maintenant, c'est le polissage à l'huile. Qu'on pratique uniquement que sur les bois durs, les bois très durs. Et le vernissage au tampon, à la gomme à lac. Voilà, le galoubet prêt à être travaillé. Le facteur taille ensuite le sifflet qui reçoit un bloc en bois de cade, encore appelé languette. Il procède ensuite à la finition du bec. Avant d'accorder l'instrument, on ajuste le biseau. Le trou bouché même souffle, il faut que je sois bon quoi. Et ensuite je fais les comparaisons. Un petit écart. C'est le film. Oui, il n'y a pas grand chose, mais non, mais il y est. Quand on souffle dans les deux en même temps, il y a une vibration. Hein. Donc ça, si vous voulez, j'agrandis le trou. Et ici, je localise un peu plus vers le haut. La flûte à 3 trous, jouée d'une seule main avec accompagnement de percussion, remonte au Moyen-Âge. À cette époque, c'était un instrument à danser véritablement européen qui a connu un âge d'or à la Renaissance entre 1450 et 1550. Il s'agissait souvent d'une grande flûte associée à un petit tambour, voire à d'autres percussions comme triangle, grelot ou cloche.
Quoique mal vus par l'Église en raison de leur présence dans les bals, la flûte et le tambourin sont souvent placés par les peintres entre les mains des anges musiciens et associés à d'autres instruments. L'époque baroque marque la véritable naissance de notre instrument actuel, qui sera très influencé par la mode champêtre parisienne, aussi bien dans sa décoration que dans son répertoire. Il faut bien savoir que notre galoubet actuel a été précédé par un instrument plus ancien qui était accordé différemment, que nous appelons galoubet en dièse ou flûté en dièse. Cet instrument était accordé différemment. Voici les 4 premières notes, par exemple, d'un galoubet actuel. Et pour la même longueur, un galoubet ancien. Et chose curieuse, ça change également le thème. L'ensemble baroque, le concert champêtre, intègre le galoubet tambourin dans sa formation pour jouer les œuvres de style pastoral que les compositeurs français du XVIIIe siècle destinaient aux instruments rustiques.
Aix-en-Provence, le XVIIIe siècle est dominé par la personnalité du Marseillais Arnaud et de son fils, tous deux facteurs d'instruments, tambourinaires et compositeurs. Il nous reste d'eux de nombreuses œuvres, ainsi que quelques précieux instruments. Au XVIIIe siècle, les ensembles de tambourinaires, qui pouvaient être fort nombreux, utilisaient plusieurs instruments complémentaires destinés à donner une percussion plus précise qui se détachait sur le fond sonore des tambourins. Ici, une timbale faite de cercles de tamis superposés, peinte en bleu avec son cercle en métal, aux armes de Marseille. Les timbalons, c'est le complément indispensable de l'ensemble de tambourinaires. Il s'agit de deux petites timbales qui sont en métal et sur lesquelles on a tendu des pots avec des lacets qui sont également en peau. Cet instrument se jouait en fait pendu au cou avec deux baguettes et il donnait un son assez percutant, assez clair. Les cymbalettes qu'on a ici sont en acier, mais elles pouvaient être également en bronze. Elles avaient un son cristallin qui était destiné à accompagner les timbalons et bien entendu l'ensemble de galopées de tambour. La fin du XVIIIe siècle est marquée par le triomphe de la contredanse comme danse de bal et aussi par l'apogée du métier de tambourinaire qui consistait à faire danser mais aussi à donner des sérénades aux personnages de marque ou plus modestement à jouer lors des nombreuses fêtes votives ou pour les fêtes de corporation qui étaient alors très nombreuses.
À la fin du XVIIIe siècle, attirés sans doute par la mode champêtre, on vit plusieurs tambourinaires provençaux venir chercher fortune à Paris, notamment le salonnais Joseph-Noël Carbonel et l'exois Châteauminois. Ce dernier a fait imprimer à Paris des œuvres pour Galoubet d'un style très classique ainsi qu'une méthode qui sont des documents encore très précieux. Le XIXe siècle apporte un changement de première importance dans le domaine du tambourin, l'apparition d'orchestres d'harmonie un peu partout en Provence. Ils vont concurrencer les tambourinaires et porter à la longue un coup mortel à leur activité professionnelle. En attendant, les tambourinaires de cette époque adoptent un répertoire allant des valses et quadrilles aux transcriptions d'airs d'opéra, en passant par des marches à l'aspect quasi militaire. Nous sommes à Arles, musée Arlatin, dans les collections qui ont été rassemblées par Mistral à la fin du siècle dernier. Au point de vue Galoubet et tambourin,
la collection qui est conservée ici est celle d'Ernest Couve, qui était un mécène, un grand bourgeois marseillais de la fin du XIXe siècle, qui avait cédé sa collection à Jules Charleroux, lequel en a fait don au musée au début du XXe siècle. Ici, un type particulièrement classique de tambourin, facture vraisemblablement aixoise du XIXe siècle, tel que les fabriquait la famille Michel. Alors ce tambourin est signé Mouraille, ce qui est assez rare pour les tambourins, en général ils ne sont pas signés. Alors ici deux galoubets très classiques en buis, l'un qui est dû au célèbre long de la Ciotat et l'autre qui est dû à Pardigon, un facteur d'instruments plus rare qui était aussi un excellent tambourineur. Voici un curieux spécimen de galoubet qui est dû à long. Cet instrument est vraisemblablement en os de cachalot. Le Marseillais Bartalot a été le grand facteur de galoubet de la fin du XIXe siècle. On voit ici l'un de ses instruments. Cette époque était celle des recherches dans le domaine instrumental et le galoubet n'a pas échappé à cette tendance. On va rencontrer des galoubets dans divers matériaux, des galoubets à clé et des massettes à parfum. Ici une massette très particulière qui se dévisse et à l'intérieur on trouve une petite éponge qui permettait de mettre du parfum. En 1864, François Vidal, disciple de Mistral, publia son ouvrage « Le tambourine », dont le retentissement fut considérable. Par son action, il parvint à éviter une disparition qui semblait inéluctable. C'est lui qui fonda la première académie du tambourin, dont Antoine Pascal Bonnefoy fut l'une des figures marquantes. Tous les tambourineurs importants du XIXe siècle seront double instrumentistes, jouant à la fois d'un instrument d'orchestre et du tambourin, d'où leur prédilection pour la musique dite de kiosque et pour une virtuosité que le romantisme avait mis à la mode chez la plupart des musiciens. Issu d'une vieille famille d'industriels marseillais, Alexis Mourin était par ailleurs flûtiste de talent. Il n'eut donc aucun mal à atteindre sur nos instruments une maîtrise reconnue de tous ses contemporains. Il transposa pour le galoubet nombre de pièces célèbres du répertoire orchestral qui sont encore considérées comme des morceaux de bravoure par les tambourinaires actuels.
Joseph Olivier, qui était tambourinaire à Saint-Rémy, constata dans les années 50 un certain laisser-aller dans son entourage. Il chercha donc à rendre sa dignité à nos instruments et crut bon d'introduire dans le répertoire du tambourin des airs médiévaux qui n'étaient pas à l'origine destinés à cet instrument. Malgré les réserves que l'on peut faire donc sur ces théories, son rôle, il faut le dire, a été plus que largement positif. On peut dire sans exagérer que Maurice Maréchal est à l'origine de la renaissance du tambourin à la fin du XXe siècle, à la fois par ses prises de position pleines de bon sens, par son exemple, par les tambourinaires qu'il a formés et aussi par ses compositions qui demeurent très populaires. Le XXe siècle vit pénétrer dans les conservatoires et autres écoles de musique l'enseignement du tambourin souhaité par Vidal au siècle précédent. C'est au conservatoire d'Aix que Maurice Guy s'assura le premier un enseignement officiel de nos instruments. À partir d'un noyau initial de ses élèves et amis, il devait fonder en 1989 l'Académie du tambourin, qui reprenait un siècle plus tard le nom de l'ensemble fondé par Vidal.
Il est évidemment difficile de faire des pronostics sur l'avenir, mais on doit remarquer que pour la première fois depuis longtemps, de jeunes tambourinaires et compositeurs se manifestent. Je pense par exemple à Bernard Rigny, qui est tambourinaire du Grillet de Plan-le-Cuc et de l'Académie du Tambourin.
Alors, le galoubet tambourin, instrument traditionnel,